Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la Petite Balle Blanche. Nous sommes une fois de plus ravis de vous retrouver pour ce qui est notre 4e épisode, une émission sur le thème des vacances. À commencer par les vôtres, chers auditeurs, puisque nous allons tenter de vous offrir un petit moment de détente en notre compagnie. Et puis vacances comme les nôtres, où la team s'offre un break pour les prochaines semaines avant de revenir en forme fin août. L'équipe est au complet et je suis donc entouré de Marion Ricordo. Bonjour Marion, ça va ? Ça va et toi Lionel ? Bonjour à tous. Oui, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Marion ? Je vais vous parler aujourd'hui de 2 associations caritatives qui me tiennent très à cœur. Super. Je suis également entouré de Gurvan Bonny. Salut Gugu. Salut Lionel, bonjour à tous. Alors, ça sera quoi ton sujet à toi Gugu pour ces vacances ? Moi pour ces vacances, je vais prendre la place de Juju et je vais faire l'animateur du quiz. Alors, justement, monsieur Julien Fontaine est également présent. Salut Julien. Salut à tous. De quoi tu vas nous parler, toi ? Moi, j'ai pris deux petites réflexions. Il y en aura une sur mon gars préféré, Bryson DeChambeau, et une autre sur un petit débat que j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux. Super. Je le vois en train de boire sa bière, l'ami Caribou, parce que pour lui, c'est la pleine journée et il fait soif. Oui. Salut Cyril. Mais oui, ici c'est presque 2h30, donc il fait soif. Moi, pour cette jazzette spéciale vacances, je vais vous parler de tout, sauf de golf. Voilà. Ben, c'est bien. On va lancer un nouveau concept. Et nous terminons par notre champion et notre maître à tous, monsieur Christophe Soudet. Salut Chris. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler ces 2 circonstances. Il fait chaud. On va parler textile un petit peu et comment être rafraîchi dans cette période estivale très très chaude. Cyril, il a déjà une réponse. Ouais. J'ai une petite question pour vous avant de laisser la parole à Marion. J'avais envie de vous demander quelles étaient vos superstitions lorsque vous allez jouer une partie de golf. Est-ce que vous en avez des superstitions ? Est-ce que vous avez des gris-gris, des petites choses, des habitudes que vous mettez, genre 3 tees dans la poche gauche, le relève pitch à droite, etc. Ou pas du tout ? Pas du tout. Moi j'en ai un, c'est de faire birdie au 1. Ça me fait peur. Birdie au 1, chagrin. Ah ouais, mais avoir un score négatif, ça me fait flipper. C'est pas assez de place dans le sac pour mettre mes bières. Alors là, c'est non. Et toi, Je marque mes balles avec des pièces. Généralement, c'est une pièce de 20 pennies anglais. Et il faut absolument que je mette la reine du côté ciel. Ah, d'accord. Et toi Marion, est-ce que toi c'était un autre niveau, donc tu avais peut-être quelques petites superstitions quand même ? Alors, j'avais quelques petites habitudes, mais pas des superstitions. Par contre, il y a une chose qui était certaine, je jouais jamais de balle numéro 3 en compétition. Je l'ai joué à l'entraînement, mais en fait, les numéros 3, j'adore ce chiffre important, mais je pouvais pas les jouer en compète. C'est mais un pourquoi ? principe. Aucune idée. Aucune idée, c'est... Genre où tu es en tête d'un tournoi et puis une balle numéro 3 te fait flinguer ta carte. Non, c'est pas ça. Même pas. Non, je pense pas. Je sais pas comment c'est arrivé, mais je sais que ces 4-5 dernières années, ça a été comme ça et je m'y suis tenue. Donc, en gros, non, c'est même plus vieux que ça. Je me suis débrouillée quand je me faisais faire... en fait, nous, on se fait livrer nos balles par notre sponsor. Donc, on se fait livrer des cartons entiers en début d'année ou sinon on les a au fur et à mesure et je demandais que des numéros de 5 à 8 pour être sûr de pas perdre un quart de mes balles pour pouvoir vraiment utiliser toutes mes balles des boîtes. Donc, je demandais des numéros 5 à 8 parce que je voulais éviter d'avoir des 3 et éviter de les gâcher, quoi. D'accord. Et oui, personne n'est parfait, hein. C'est pas mal de superstition, ça, quand même. Ouais, c'est un peu couillon, surtout que c'est pas de raison. Non, pas du tout. C'est pas ça, quoi. Au niveau de la psychanalyse, t'en es où ? En fait, j'ai perdu beaucoup d'argent. En tout cas, mon psychanalyste en a gagné beaucoup, donc j'ai arrêté.
parce que j'ai Et puis- toujours pas trouvé de solution à mes problèmes. Et puis sur ça, elle avait le contrôle. C'est ça, exactement. La seule chose sur laquelle j'avais de contrôle, c'est de pouvoir arrêter de perdre de l'argent. Alors Marion, donc, parole aux associations que tu veux nous présenter. Comme tu l'as si bien dit, c'est période estivale, c'est les vacances, c'est le moment d'enfin penser à nous, se faire plaisir. Mais je crois que on vit à une époque où il faut quand même continuer à un petit peu penser aux autres. Donc c'est super de se faire plaisir, mais voilà, faut pas oublier les autres. Et je veux donc vous parler de deux associations qui me tiennent beaucoup à cœur. J'en parle parce qu'elles sont très investies dans le golf, en fait. Elles réunissent des fonds, beaucoup de fonds à travers le golf, donc c'est pour ça que je tiens à en parler. La première, elle s'appelle le CEW. Donc CEW, ça veut dire Cosmetic Executive Women. C'est un réseau unique qui privilégie les valeurs d'échange, de partage, d'expérience et de convivialité. Au départ, c'est une assoce qui aide les personnes de la profession des cosmétiques à s'épanouir, à grandir dans le métier, à tisser des liens. Mais la raison pour laquelle je vous en parle plus particulièrement, c'est qu'ils, et je dis ils parce que depuis quelques années, c'est un réseau qui est ouvert aux hommes, donc bienvenue messieurs. Donc ils ont créé des centres de beauté et des ateliers olfactifs dans les hôpitaux. Moi, je veux surtout faire un point sur les centres de beauté. Pour faire simple, le CEW récolte des fonds, donc notamment à travers plein de compétitions de golf ouvertes aux amateurs ou des pro-am en France, pour créer ces centres, qui sont des centres de soins esthétiques. Ces soins sont prodigués gratuitement pour les patients atteints de cancer. Leur slogan, en fait, c'est « La beauté n'est pas futile, elle aide à mieux vivre ». Ces centres, vous les trouvez dans les hôpitaux, principalement en région parisienne. Et le premier a été créé en 1992 à l'hôpital Gustave-Roussy. Maintenant, il en existe 33 et ça représente plus de 29 services spécifiques. Tous les produits qui sont utilisés donc par ces esthéticiennes ou dans ces centres sont des produits qui ont été donnés par les grandes marques de cosmétiques. Les coordinatrices de cette association, ce sont toutes d'anciennes personnes qui travaillaient dans ces sociétés de cosmétiques et elles sont toutes bénévoles. En fait, c'est des femmes qui, après des longues carrières à des postes assez importants, aiment tellement leur métier, aiment tellement les choses qu'elles font qu'elles ont continué. Elles donnent de leur temps pour des gens malades et elles font profiter leur réseau, elles font profiter les malades de leur réseau. Donc ça, c'est assez beau, je trouve, et c'est des femmes que j'admire énormément. Il faut aussi savoir que les soins sont dispensés par des socio-esthéticiennes diplômées. Donc c'est très important aussi pour l'association de prendre des gens qui sont qualifiés parce que il est très important que les patients soient entourés par des professionnels. Donc voilà, c'est une super assoce qui donne du bien-être. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. On apporte du bien-être par la beauté, par l'esthétique, parce que souvent, quand on est atteint de cancer, le corps peut un peu se dégrader, on perd ses cheveux, donc on peut aider au niveau des perruques, on peut faire des manucures, des pédicures. C'est des choses très simples, mais par moments, ça redonne un petit peu de dignité, ça fait du bien au moral de se sentir beau quand on n'est pas bien. Donc voilà, ça c'est le CEW, c'est la première, c'est vraiment voilà quelque chose. C'est une association dont j'ai été la marraine pendant quelques années et j'adore les femmes qui sont investies dans cette association. Et on rappellera juste, je me permets, toutes les informations sur le site cew.asso.fr. Voilà. Exactement, je te remercie Lionel. La deuxième association, c'est de nouveau une association de femmes. Là, c'est vraiment que des femmes, c'est pas ouvert aux hommes, désolée. Enfin, c'est pas ouvert aux hommes. Évidemment, il y a des hommes qui s'investissent pour aider, mais lorsqu'il y a des compétitions, elles sont exclusivement réservées aux femmes. Donc la deuxième dont je veux vous parler s'appelle Rose sur Green. C'est une association créée par un groupe de femmes de l'association des seniors de Normandie en 2009. Ça y est, je suis hyper impactée par la Normandie, je suis à fond dedans, maintenant que j'y suis. Donc en fait, leur but au départ, c'était de récolter de l'argent pour la lutte contre le cancer du sein. Donc elles ont décidé de créer un événement unique, c'est-à-dire un pro-am 100% féminin. En fait, c'est le premier pro-am en France à avoir été créé qui ne soit
que pour des femmes. On a le Madame Figaro qui existe, mais les pros peuvent être des hommes. Là, c'est que des proètes. Bon, femmes forcément, et des joueuses que femmes. Donc, ce programme, il a lieu tous les 2 ans dans des golfs normands. La première édition, elle a eu lieu au Vaudreuil, et cette année, ce sera le 21 septembre au golf d'Étretat, sous forme de clinique le matin et programme l'après-midi. Il y a aussi une compétition, je sais, cette année, le 15 août, en individuel à Étretat. N'hésitez pas à vous inscrire, parce que le club est super accueillant et c'est un très beau parcours, et c'est surtout pour une super cause. Donc, ce qui est important dans cette assos, je trouve, c'est que 100% des dons sont redistribués. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'employés et il n'y a pas de frais de gestion. C'est assez rare en fait pour une association. Vraiment, quand elles récoltent un chèque à la fin d'un tournoi, elles sont très heureuses d'aller apporter le chèque directement aux docteurs avec lesquels elles travaillent. Donc, elles donnent notamment au docteur Frébourg, qui est un spécialiste mondial du cancer du sein, entre guillemets, génétique. Lui, il est basé à Rouen. Elle donne aussi au docteur Denoyel à Caen pour le cancer de l'ovaire. Et pour rassurer un petit peu les gens, elles sont associées à la Ligue contre le cancer. Donc, c'est une association qui est hyper sérieuse, hyper investie. Enfin, elles bossent pendant 2 ans pour préparer leur programme chaque année. Et on a eu très peur à cause du coronavirus cette année que ça puisse pas avoir lieu. On est ravis que le programme ait lieu au mois de septembre. Comme ça, tout est maintenu. Donc, s'il vous plaît, si un jour vous avez l'occasion de participer à une de ces 2 compétitions, que ce soit COW ou Rose sur Green, n'hésitez pas. Vous pouvez donner aux deux associations. Évidemment, c'est comme toujours un don, 60% est déductible des impôts. Ce sont de merveilleuses causes et chaque don, même modeste, peuvent changer les choses pour les patients. Alors, soyons solidaires, profitons de la vie pendant les vacances, n'oublions pas d'être solidaires et puis voilà, la vie est belle et on a envie quand ça va bien, on a envie de partager ça avec les autres. Oui. Bravo. Le message est Bravo, clair. Marion. Très, très belles initiatives. Rose sur Green qu'on peut retrouver sur Facebook, je crois. Je ne suis pas Tout sûr à fait. qu'ils aient un site web. Donc, on rappelle la date, le 21 septembre 2020, à Étretat. Oui, ça c'est le programme, mais il est déjà complet parce que victime de son succès, je suis très heureuse parce que voilà, elles le méritent. Elles ont tellement travaillé qu'elles le méritent. Mais peut-être que les gens peuvent aller voir. Non ? Alors voilà, tout à fait. Si je peux citer quelques joueuses proètes qui vont participer, donc c'est souvent des joueuses de la région, hein, parce que c'est pas toujours évident. On a Nathalie Janson, Elisabeth Kellas, Julie Berton, Émilie Picot, Stéphanie Dallongeville, Anne-Sophie Le Naillot, Camille Blanc. On a Manon Picard, Justine Royer. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est super sympa. Je serai de la partie aussi. Je ferai l'ancienne proète nouvelle amateur avec une équipe parce que voilà, c'est tellement important pour moi que ça compte. Voilà, Rose sur Green. Il y a aussi une compétition le 15 août à Étretat, donc n'hésitez pas. Si vous voulez vous inscrire, on sera ravis. C'est sûrement moi que vous aurez au téléphone le jour de l'inscription, donc allez-y, allez-y, on vous attend. J'attends beaucoup de fils. Merci Marion. Je vais enchaîner avec une petite question, mais je vais peut-être vous laisser un peu de temps pour répondre et me répondre un peu plus tard dans l'émission. J'aimerais savoir si vous deviez créer un parcours de golf, comment vous l'appelleriez, ce parcours de golf ? C'est une super question, mais c'est dur à trouver ça. Ouais. Ok. Donc, on y reviendra un peu plus tard en fin d'émission si vous avez quelques suggestions à me proposer. Je vais donner la parole à la Jazette Caribou. Bah écoutez, moi, comme je vous disais en préambule, je vais vous parler de tout sauf de golf. Mais en fait, c'est même pas vrai parce que on commence tout de suite avec un exploit du commun et l'histoire de cette dame parue dans le Journal de Montréal il y a une semaine. Alors, en prise avec des douleurs lombaires depuis 15 ans et condamnée à ne plus pouvoir jouer au golf selon les médecins, Madame Ginette Choquet-Boulet, 68 ans, a réalisé non pas 1, mais 3 trous d'un coup en l'espace de 37 jours. Rendez-vous compte, je sais pas moi, par exemple, qui parmi vous en a réussi un ? Marion ? Oui. Ouais, il y a 2 il y a semaines. 15 jours. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Les autres, moi personnellement jamais. Les autres. Sur Tiger Woods PGA Tour 2002 sur la console, là, j'ai...
Et Gurvan a fait ça aussi, un programme, non? C'est ça. Ou une Ouais, juste un, ouais. Ah bah bravo, en tout cas, cette dame raconte tout sourire. C'est tellement spécial de réussir ça qu'après mon 3e as, je suis allé m'acheter une vingtaine de billets de loterie et je n'ai absolument rien gagné. Donc, autre fait comique, enfin, pas pour son mari qui, lui, l'a initié au golf. Il n'en a jamais réalisé un seul en 53 ans. Moi, je pense tout simplement qu'il a trouvé le secret de l'harmonie dans son couple. Également, le directeur du golf de Saint-Jean-sur-Richelieu, n'a jamais vu ça en 30 saisons. Va lui remettre 3 plaques commémoratives avec ces 3 cartes marquées d'un fameux 1, histoire d'immortaliser ce coup du chapeau miraculeux. Alors, selon les probabilités, un golfeur moyen présente une chance sur 12 500 de réussir un trou en 1. Chez les pros, la probabilité tombe à 3000. Côté statistique maintenant, le site officiel National All-in-One Registry, un Américain en a réussi 4 en 30 jours à l'automne 2013. Et le record appartient à un Californien qui en a exécuté 59. Bon, malheureusement, il est décédé, ce monsieur-là. À titre de comparaison... Il n'y a pas de cause à effet, quand même. Non, c'était juste pour savoir. Record, donc, il a toujours le record. Le mec, il fait un 59 avec que des trous en 1, tu sais. C'est énorme. Énorme. Donc, à titre de comparaison, Tiger Woods en a réussi 20 en carrière et le dernier alors qu'il jouait avec son fils Charlie et le premier à l'âge de 8 ans. Lors du fameux concours de Normal 3 qui se joue pendant le tournoi des maîtres, le Masters, le record date de 2016 où il y en a eu 9. On se souvient aussi lors de l'épreuve organisée par le Tour européen de The Ace All-in-One Challenge que seul Andy Sullivan avait accompli l'exploit au bout de 230 tentatives, épreuve ludique à laquelle participaient Brandon Stone, Eduardo Molinari et Thomas Pieters. Alors maintenant, comme je vous disais, parce que je suis pas juste un menteur, on va laisser le golf de côté et je vais vous parler d'un auteur québécois que j'adore. Donc pour ceux qui auront la chance d'aller s'écraser sur une serviette au bord de la piscine dans les semaines à venir, ou même pendant votre journée de télétravail pour les moins chanceux, je vous conseille fortement le roman La Bête intégrale de David Goudreau. Avant d'aborder ce chef-d'œuvre, laissez-moi vous présenter l'auteur. Initialement travailleur social, David Goudreau intervient auprès des groupes de personnes vulnérables et utilise la littérature en tant qu'outil d'expression et d'émancipation dans les écoles et les centres de détention au Québec et en France. Il est le premier Québécois à remporter la Coupe du monde de poésie en 2011 à Paris. En 2012, il cesse les compétitions de slam de poésie où il fera d'ailleurs la première partie lors des concerts de Grand Corps Malade et se consacre à l'écriture. C'est là qu'en 2015 sort le premier volet de la trilogie de La Bête à sa mère, qui rencontre un succès retentissant. Paraît donc en 2018 La Bête intégrale, qui a littéralement ébranlé le paysage littéraire québécois. Ce récit jouissif raconte la cavale délirante d'un jeune homme antipathique et violent, presque sympathique, qui se vautre dans sa médiocrité au fil des 700 pages. Cette aventure rocambolesque mettant en scène un psychopathe en fuite ne vous laissera pas insensible. Le genre de bouquin qui vient nous mettre le nez dans le caca de nos dérives collectives et surtout de nos hypocrisies et de nos contradictions. Domaine dans lequel excelle David Goudreau, auteur à l'humour grinçant, rentre-dedans et grand jongleur du langage. Alors, je vous propose quelques passages tirés du livre, vous allez pouvoir apprécier. Peinant à respirer, étalé de tout mon long, je me retrouvais plus vulnérable que Grand Corps Malade dans une compétition d'escalade. Alors une autre, dans un style plus philosophique. Dans la vie, tu peux voir le verre à moitié vide, à moitié plein, te lever pour aller le remplir ou le briser et t'ouvrir les veines avec. On a toujours le choix. Ah puis tiens, une dernière, parce que quand on aime, on ne compte pas. Dans le genre mélange des deux précédents, je philosophais pour me remonter le moral. C'est la vie. Il n'y a pas que les incontinents qui essuient les fuites. Si par bonheur vous tombez sur son dernier roman, intitulé Ta mort à moi, je vous le recommande également. Le livre a même été sélectionné parmi les 3 finalistes du prix littéraire France-Québec cette année en mars. Malheureusement, l'événement n'a pu avoir lieu faute de Covid. Le lauréat sera connu en novembre. Allez, on achève avec une fiche Wikipédia spéciale 7e art. Alors pour le fun, on joue en formule play-off, à savoir que toute mauvaise réponse est éliminatoire. Mais comme c'est les vacances, vous avez tous un joker en poche. Vous êtes prêts les boys? Yes. Alors pour 4 points, je suis né en 67 à Bécancour, Québec. En 96, je scénarise et réalise un des segments du film Cosmos, sélectionné à la 15aine des réalisateurs au Festival de Cannes 1997. Et en 2000, je reçois plus de 25 prix à travers le monde pour mon film Maelstrom, qui sera d'ailleurs sélectionné aux Oscars.
Dolan. Non, un joker pour Julien, donc. Moi, je dirais Bryson DeChambeau. Non plus. Non plus. Ça compte pour le joker, ça. Tant pis, c'est pas grave. Hein. De toute façon, Gurvan, il a plus la prétention de gagner maintenant. Hein. Non, non. Je vous envoie le 3 points. Je réalise l'adaptation cinématographique de la célèbre pièce à succès de Waji Mouahad, qui est considéré par le New York Times comme l'un des meilleurs films de l'année en 2011. Lors du Festival de Cannes 2015, mon film réunissant Emily Blunt, Josh Brolin et Benicio del Toro est en compétition pour la Palme d'Or. Film qui sera également nommé dans 3 catégories aux Oscars. Ah, je connais le film, mais je connais pas le. C'est Sicario le film. Mais je sais pas qui c'est. Oui, effectivement, Marion, c'est Sicario le film. Mais oui, mais qui est-ce qui a fait Sicario? Ok, j'enchaîne avec une suite donc toujours pareil. J'enchaîne avec une suite très attendue pour mettre en scène Blade Runner 2049, film pour lequel j'imagine initialement David Bowie dans le rôle de Leader Wallace, malheureusement décédé en 2016. En 2018, je fais partie du jury au Festival de Cannes et je suis nommé cinéaste de la décennie par la Hollywood Critics Association. Je suis... Attends. Villeneuve. Oui, Denis Villeneuve. J'avais pas compris. Bravo. Alors, on notera que Julien, c'est aussi 100% de quiz, 100% de victoire. Exactement. Il est aussi fort que Chris, en fait. Impressionnant. Donc, je termine pour dire à tous ceux qui vont chausser leurs souliers de golf et leur gougoune, puis le costume de bain, pas long. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Merci de votre support, la gang. Prenez soin de vous autres et restez câblés sur LPPB. Merci beaucoup, Caribou. Eh bien, on va rester dans la fiction, quelque part, puisque je vais vous demander 3 noms pour les 3 majeurs qui vont se dérouler cette année. 3 vainqueurs. Les 3 vainqueurs. Alors, je ne vous demande pas forcément de me donner le nom du vainqueur pour le PGA, le nom. Voilà, 3 noms, 3 vainqueurs potentiels d'un majeur cette année. Tout de suite, là, on peut y aller? Ouais. Alors, moi, je vais dire Justin Thomas, Hideki Matsuyama et Mark Leishman. Ok. C'est audacieux comme choix. Oh, Matsuyama, au Masters, il réussit plutôt bien en général, je crois, non? En plus. Ouais, puis il n'y a jamais de Japonais qui ont gagné, donc c'est le moment. Ok, ça, c'est noté. Moi, je peux tenter. Vas-y. Spieth au Masters, Bryson DeChambeau à l'USPGA et qui est-ce que je mettais? Et Sergio Garcia, je sais pas trop où, histoire de faire un combo magique. D'accord. Moi, je dis Justin Rose au Masters. Et puis après, Justin Thomas et ton copain de Chambaud. Allez. Julien? Moi, je dis Jordan Spieth au Masters. Je dirais ça tous les ans, hein, si on peut. Je dirais ça tous les ans. Et pour l'année, je dis Bryson sur les 2 autres. Oh. Ah oui. D'accord. 2 noms seulement. Ah, moi, je donne 2 noms. Ouais, enfin, on peut dire Spieth, Bryson et DeChambeau. Le mec est bipolaire en plus. 2 DeChambeau. Et Cyril? Ben, moi, je vais aller Woods pour le Masters. Il n'y a pas de raison, depuis qu'il s'est approprié qu'il ne gagne pas là. Les Jeux Mémorial, à son retour cette semaine, il va falloir surveiller de près, je pense. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup Woods. C'est ça, Masters. Puis après, je suis pas mal comme vous, Thomas, puis DeChambeau. Je suis étonné que personne ait dit Jason Day, par contre. Bah, moi, j'ai nommé un Australien, mais pas. D'ailleurs, Lionel, tu nous as pas dit, toi? Ouais, moi je verrais bien Bryson au PGA. Je mettrais Justin Thomas à l'US Open. Et le Masters, pour moi, ça va être une surprise. Je verrais bien. C'est évident, hein, il y a Finau qui. Poulter. Pourquoi pas? Il pote bien là. Nous poursuivons cet épisode spécial vacances avec Julien qui, pour une fois, ne conclut pas l'émission. Ouais, c'est très étonnant. J'ai perdu mes repères un peu. Je vais tâcher de faire honneur. Et non, mais ouais, du coup, je reviens sur mon garçon Bryson
parce que pour moi, on parle beaucoup de lui par ses performances golfiques, mais on parle surtout de son corps et on parle surtout de ce qu'il est en train de faire au golf. Et pour moi, c'est pas une aberration ce qu'il est en train de faire en fait. C'est que juste il boucle une boucle, selon l'expression consacrée, qui est pas celle de sa ceinture pour le coup, mais et il est pas très joli à voir jouer. C'est pas Adam Scott, c'est pas Leonardo DiCaprio, d'accord, mais en fait, il vient de boucler donc ce que pour moi Tiger Woods avait commencé à faire il y a quelques années, qui est de mettre le corps vraiment au centre du jeu de golf en fait. Et c'est l'aboutissement idéologique de ce qu'on a tous recherché de temps en temps et de ce qu'on se plaît tous à dire, qui est le golf est un sport. Et voilà, aujourd'hui, le golf prend la direction de tous les autres sports majeurs mondiaux, qui est celui de l'ultra-fitness, de joueurs ultra préparés, que ce soit physiquement, psychologiquement. Et pour moi, il vient juste de faire rentrer le golf dans dans ce domaine-là. Et la deuxième, c'est qu'on a tendance à oublier que Bryson DeChambeau, avant d'être le monstre qu'il est et de fracasser des drives comme il est en train de le faire, c'était surtout un très gros joueur de golf déjà. Et que c'est pas seulement un mec qui se base sur son ultra driving pour faire des scores en ce moment. C'est aussi quelqu'un qui a des stats de putting. Alors évidemment, voilà, on l'a dit tout à l'heure, je sais pas si que quand on met des wedges, quand on a 75 mètres à faire au lieu de 170, c'est beaucoup plus facile de putter. Mais en attendant, il a ces stats-là aussi. Il était de la Ryder Cup avec son corps à peu près normal il y a encore 2 ans. C'est un gros joueur. Et voilà, du coup, je pense que d'autres joueurs vont emboîter le pas et que ça nous plaise ou non, le golf de demain ressemblera plus à ce que Bryson est en train de faire qu'à des joueurs comme Spieth, qui d'ailleurs devrait pour moi prendre sa retraite maintenant. Il a fait un peu d'argent. Voilà. Oh, comme c'est méchant. Non, mais c'est pas méchant parce que c'est mon joueur préféré, mais malheureusement, ce genre de joueurs vont avoir un tournoi tous les 3 mois où ils vont pouvoir faire quelque chose. Mais non, mais sincèrement, après la question de Chambaud, c'est que ça soit l'évolution du golf, plus de physique et tout ça, comme tu l'as dit justement, c'est ce qu'on voit dans tous les sports. Ça a énormément évolué, mais je pense que ce qui a plus choqué avec DeChambeau, c'est la transformation en si peu de temps, en fait. Oui, mais il a profité de cette époque-là de Covid et d'arrêt pour le faire. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui vont le faire. Ils voient que ça. Puis il tape droit surtout. C'est un joueur de golf, un vrai joueur de golf. Je pense que son physique, par exemple, à la Ryder Cup 2018, ne lui aurait servi probablement à pas grand-chose ou presque rien. Mais là, il est juste pour le circuit qu'il privilégie. Moi, je trouve la démonstration de Monsieur Juju brillante, parce que moi, je suis entièrement d'accord. Mais ça n'empêche qu'il va bien falloir quand même transformer quelque part le jeu de golf si les joueurs se transforment à ce point-là. En fait, si tu le compares à un autre sport qui est le basketball, en fait, au basket, tu regardes les résultats aux États-Unis, en NBA. Alors, je sais qu'ils jouent un petit peu plus longtemps, mais t'as des scores, ça dépasse toujours les 100. Les deux équipes peuvent dépasser les 100 points systématiquement parce qu'ils sont dans un système de show, ça doit attaquer, etc. En Europe, on tourne autour de 70 points, 80 points quand vraiment ça marque beaucoup parce qu'on a un système beaucoup sur la défense. On essaie de jouer stratégique, on n'est pas que dans le show, on n'est pas que dans la démonstration, en fait. On est aussi dans l'échange. Et finalement, nous, on est comme ça en Europe, on fonctionne comme ça, c'est ce qu'on aime. Aux États-Unis, ils aiment autre chose, ils produisent un autre spectacle. Voilà. Après, quand on est un peu, moi, je suis très vieux jeu, donc c'est vrai que je suis très à l'ancienne, l'européenne. J'aime beaucoup, notre façon de faire. Mais c'est génial qu'il y ait les deux finalement. Enfin, c'est vraiment génial qu'il y ait les deux. Je suis pas fan de Bryson, on en a déjà parlé, mais au final, mine de rien, moi, je rejoins Julien. Le mec, il la met quand même sacrément droite. Hein. Il tape comme un buffle dedans et il la tape sacrément droite. En plus, il est fort dans tous les secteurs de jeu. Après, avec ces histoires de clubs tous à la même taille, il peut être pénalisé et ça a été un peu le cas au national. Dès qu'il a la balle beaucoup plus haute que les pieds ou beaucoup plus basse et qu'il doit faire un coup un peu précis, c'est pas pratique avec des clubs qui font tous la même taille parce que il y a peut-être des choses qui peuvent être gênantes, mais bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut pas nier que ce mec-là, je dis pas qu'il a raison, mais il est bon. Enfin, il est sur une voie qui a pas encore été suffisamment. Et tu penses que c'est la voie du futur, toi ?
J'espère pas, honnêtement, j'espère pas, parce que c'est pas, moi, c'est pas ce que j'ai envie de voir, mais je pense pas, hein. est-ce que c'est lui qui a raison? J'en sais rien. J'espère qu'on n'aura pas que des Bryson dans 20 ans, quoi. Moi, je Moi, pense ça me ferait pas rêver. Déjà, le côté fitness, bon, ben, ça fait déjà plusieurs années, effectivement, comme le rappelait Lionel, hein, et même chez les jeunes aujourd'hui, c'est poussé assez loin. Et lui, ça va bien plus loin que le fitness. Déjà, son swing, physiquement, moi, ce que les coachs m'ont expliqué et ce qu'on peut lire, c'est que déjà, il peut le faire parce que physiquement, il peut le faire. Parce que c'est pas donné à tout le monde, déjà, son swing de base avec ses clubs. Et ensuite, ce qu'il vient de faire en prenant 20 kilos de muscles comme ça, physiquement, déjà, je pense que la majorité même des athlètes, ils auraient quand même des problèmes, voire des blessures. Et ensuite, ingurgiter autant de protéines sans avoir de problème de suite, voire quelques mois plus tard, voire quelques années après, là aussi, il n'y a pas grand monde qui peut le faire, hein. Donc, qu'il y en ait qui vont essayer, ça, j'en doute pas. Mais par contre, que ça devienne ce qu'on va voir chez la plupart des joueurs, voire des joueuses, j'y crois pas du tout. C'est assez rigolo de voir que DeChambeau se contredit, en fait, quelque part, moi, je trouve, dans son truc. C'est qu'avant, il misait tout sur la science, la technique, le machin, tout, pour dire, non, mais voilà, la différence, je vais la faire là, parce que moi, je vais tout calculer et tout ça. Et puis, au final, il en revient à, finalement, la vraie différence, c'est parce que je vais cogner plus fort que les autres, quoi. Donc, peu importe les clubs. Donc, c'est assez rigolo, mais le truc, c'est que ça va être un peu comme... ça risque d'influer sur les nouvelles générations, pas forcément sur les golfeurs d'aujourd'hui. Donc... Moi, j'espère et je souhaite qu'on ne soit pas obligé d'arriver à des physiques comme Bryson pour taper fort la balle. Parce que Bryson, il a surtout pris de la masse, hein. Il n'a pas fait... il s'est musclé aussi, mais je veux dire, c'est surtout qu'il a mangé des protéines, hein. Il a un coup... Son cou est plus large que sa tête. Ouais, voilà, tu prends, mais comment tu fais après pour... Comment tu fais pour là, tourner? C'est là qu'il est très fort. Ah ouais, il est très fort parce qu'il arrive à être encore hyper souple en ayant pris autant de masse et en étant si musclé. Moi, c'est là que je suis vraiment impressionnée par le mec parce que en étant si musclé, en plus à l'adresse, on sent une tension mais dingue. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il est sur le point de péter son club quand il est à l'adresse et il est d'une souplesse qui est assez démente parce qu'on s'imagine un mec comme ça, on s'imagine les muscles atrophiés, enfin et en fait, il te met des sacs énorme avec une facilité, une souplesse. Il est bluffant et c'est admirable, honnêtement, c'est admirable. Mais j'espère que ça restera le seul. On avait Brooks Koepka il y a quelques années qu'on trouvait, je sais pas, qu'on trouvait un peu épais. Brooks Koepka, il fait figure d'arbalète à côté de Bryson maintenant. Allez, tu avais un deuxième sujet que tu voulais aborder. Ouais, mon deuxième sujet, c'est quelque chose qui m'a gonflé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, parce que Génération Y, j'adore les réseaux sociaux. Et on en avait parlé, notamment Marion, tu en avais parlé d'une pensée à peu près admise, selon laquelle on regarde du golf masculin parce que c'est des choses qui sont incroyables et qu'on n'arrive pas à faire, et qu'on regarde des filles parce que c'est plus proche de nous. Et du coup, il y a un mec qui s'est lancé et qui a balancé mais de toute façon, c'est sûr qu'un mec qui a 4 de handicap, il pourrait gagner des tournois sur les tours féminins. Et alors là, mais bienvenue, nous t'attendons, jeune homme. Donc voilà, c'était plutôt la réaction, j'imagine en tout cas majoritaire, c'était que le gars s'inventait des compétences. Mais je trouve ça incroyable en fait de penser que des joueuses professionnelles pourraient être battues par un mec handicap 4 qui joue dans son jardin tous les jours, même s'il joue tous les jours. Mais voilà, la différence entre faire sa partie entre potes sur son golf, faire sa partie en compétition et gagner sa croûte en devant rentrer un putt de 2,10 m pour un chèque, j'ai trouvé ça un peu incroyable et ça me gonfle toujours de penser que parce qu'on est des garçons, on tape fort dans la balle, on joue des fer neufs à 160 mètres, mais non, on est incapable de gagner. Non, mais ils ne le pensent pas. En fait, c'est de la provocation. Ça fait partie des commentaires qu'il ne faut pas lire. Mais par contre, ce qui a été intéressant, c'est le débat qu'il y a eu derrière. En fait, c'est la réponse. Le golf féminin a eu besoin de répondre et de se justifier parce que malheureusement, apparemment, chez certains, il y a pas un doute, mais
bon, effectivement, le golf féminin, c'est peut-être un peu moins bien. C'est pour ça que le golf féminin a eu besoin de répondre. Il fallait, il fallait se justifier quelque part, quoi. Parce que c'était idiot, il fallait rappeler que c'était idiot, et il fallait le dire tout simplement, pour que les gens se rendent compte. C'est étonnant que les mecs aient besoin de polémiquer comme ça. Alors je sais pas s'il a peut-être voulu créer le buzz, je sais pas. S'il croit vraiment que c'est possible, c'est étonnant parce que on sait ce que ça donne un cadre de handicap. Un cadre de handicap, c'est un très bon joueur de golf, mais qui est capable d'exploser en plein vol. Et c'est un mec qui fait pas beaucoup de birdies, quoi. C'est un mec qui en fait pas tant que ça, parce que sinon t'es pas cadre de handicap, t'es autour de 0, puisque tu rattrapes tes conneries en faisant des birdies. Et du coup, c'est vrai que c'est curieux. Est-ce que il a voulu créer le buzz parce qu'il s'est dit tiens, je vais faire chier toutes ces féministes et toutes ces gonzesses, machin. Est-ce que bon. Après, il a dû se faire de la pub. Du coup, c'est l'œuvre évidemment d'un troll qui avait pas mal. Je pense que c'est ça, oui. Réseau. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les gens ont répondu sérieusement. Et je ne sais pas si vous suivez Lou Stagner sur Twitter, mais il a fait une espèce de compile de mecs qui sont cadres de handicap en stats et de pro-et. Et il a estimé la chance effective qu'un mec de cadre de handicap gagne un tournoi du LPGA. Elle est de 0,0003%. Ah, il a quand même une micro-chance. C'est faible, mais ça existe. Oui, je pense, ouais. Enfin, tu peux toujours considérer qu'il y a... il va en gagner une sur 30 000, quand même. Non, puis comme l'a dit très justement Julien au tout début dans la présentation, c'est que certes, les joueuses, là, c'est leur métier, les autres, c'est le plaisir, quoi. Et donc, j'imagine même pas... n'importe quel cadre de handicap ne résistera pas à la pression que... c'est encore plus ça. C'est encore plus ça, je pense. Mais la différence, elle se fera essentiellement là, parce que je suis sûr qu'un mec qui peut arriver à avoir des distances équivalentes et tout ça. Mais la différence, elle se fera au mental, et puis après, sur des coups où il faut savoir sortir des coups que une pro saura sortir et pas un amateur, quoi. Mais même sans pression, Lionel, moi je m'amusais souvent à jouer, et j'étais loin d'être une des meilleures joueuses mondiales. Je m'amusais souvent à jouer des boules blanches avec mes partenaires d'entraînement, etc. Même des gens qui sont cadres de handicap, mais enfin, à la rigueur, quand je jouais des blancs avec eux, c'est avec les mecs qui étaient autour de 0 que ça se jouer. Et en général, c'était hyper serré parce que des boules blanches, pas forcément. Moi, ça m'allonge un peu les parcours. Quand t'as des coups, certains coups, tu sais qu'en plus c'est hyper frustrant pour moi parce que je vois les mecs sur les par 5 qui pouvaient les prendre en 2 alors que moi je pouvais pas, du coup ça m'énervait et voilà. Mais un mec qui est cadre de handicap, à aucun moment je vais trembler et je peux même le laisser partir des jaunes et même maintenant je joue plus et je sais très bien qu'un mec cadre de handicap, il part des jaunes, je pars des blancs, je pense que je le plie. Mais je suis plus entraînée comme toutes mes anciennes copines qui continuent à s'entraîner comme des malades et qui sont pas dans les 200 premières mondiales. C'est assez étonnant que en fait qu'il ait pu y avoir une polémique parce que il y a pas polémique. Alors tiens, justement, Chris. Oui, je vais vous parler textile, vêtements. Alors effectivement, ça marche aussi bien l'été que l'hiver en fait. Parce que moi, en fait, ce que je veux faire, c'est, je ne veux pas vous présenter des marques, je veux vous conseiller pour que vous choisissiez un tissu qui vous convient le mieux. Alors, pour l'exemple, on va prendre les polos de golf, parce que les polos de golf, en ce moment, on les voit, alors que l'hiver, on ne les voit pas. Et les polos de golf, c'est vraiment le vêtement à qui on demande d'être pratique, d'être agréable et d'être beau. Donc, est-ce que vous portez encore des polos en coton pour jouer ? Non. Eh bien non. No way. Évidemment. Alors c'est beau, hein, évidemment, hein, le coton, un beau polo en coton, c'est les plus beaux. Mais vous n'en portez plus parce que au bout d'un moment, vous êtes trempé. Du coup, il y a les nouveaux tissus et c'est ça que je voulais faire, c'est que je voulais vous conseiller, je voulais conseiller nos auditeurs sur les nouveaux tissus qui ont été créés ces dernières années, qui ont beaucoup évolué. Les nouveaux tissus, ils ont aussi des défauts, c'est que parfois, ils ne sont pas aussi agréables qu'on le souhaitait, mais ils ont évolué. La coupe ne tient pas très bien, et puis la longévité, ce n'est pas terrible non plus. Et en plus, pour le climat et l'environnement, ils ont un impact énorme. Aujourd'hui, c'est surtout le polyester et le polyamide qu'on trouve. Parfois, on les trouve avec de l'élastane, du
du spandex ou du lycra. Donc ça, c'est la même chose. Élastane, spandex, lycra, c'est la même matière, sauf que vous allez trouver 3 noms différents. Et le polyester et le polyamide, c'est du plastique. Donc je suis désolé pour ceux que ça déçoit, mais vous portez du plastique sur vous. Et c'est pour ça que les premiers modèles que je vais vous montrer n'étaient pas très agréables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils essayent de mélanger des tissus avec de l'élastane, du spandex donc, et du lycra qui va donner ce petit côté élastique. Et c'est pour ça que ça ne tient pas bien la coupe ou que ça colle à la peau. Mais la matière reine, c'est le coton. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plutôt vers un coton avec de l'élastane ou du coton avec d'autres matières que je vais vous montrer. Alors, pour commencer, donc ça, c'est le polo que vous pouvez acheter pas très cher sur Internet. Celui-ci, c'est celui de Lee Westwood, hein, c'est le Dunlop. Donc faites attention quand vous achetez, notamment en Angleterre, vous en trouverez encore pas mal. Voilà un polyester d'une grande marque, en l'occurrence Calvin Klein, mais voilà un polyester qui gratte, qu'il faut éviter. Ça a déjà 6-7 ans. Un Callaway qui qui s'est bien amélioré, mais ça peut carrément être froid en fait quand vous avez trop sué dedans. Donc ça, c'est les anciens. Alors évidemment, il y a des marques qui ont inventé leur propre tissu. Hein. Enfin, ils ont des noms de marques. Ça, c'est un Adidas qui a été vraiment novateur dans le polyester. C'est le Climawool avec un peu de mèche là. Le mèche, c'est ce qui paraît un peu brodé, ce que vous retrouvez sur les chaussures aussi, qui est un peu plus aéré. Mais ça, avec les mains calleuses de golfeurs, vous sentez que vous touchez les fibres et c'est pas très doux en fait. Ça, c'est du Puma et on voit qu'ils mettent des bandes en plastique. Hein. Donc ça, c'est déjà une des 2-3 ans en arrière. C'est mieux, mais il y a encore cette sensation un peu plastique. Alors, pour les dames, je vais citer les marques parce que là, j'en ai pas sous la main. Mais pour les dames, regardez chez Alberto, Delisport, Brax, Roniche, Golfino et Sportalm. Donc, ces marques-là, ils ont des brevets, ils ont des tissus de qualité. Et ils font pas que du golf. Donc, c'est pas forcément que des marques de golf. Mais si vous voulez du vêtement, du textile, des beaux polos de golf, mesdames, c'est chez ces marques-là, entre autres. Parce qu'il y a aussi, évidemment, les grandes marques de sport, Adidas, Puma également, qui font du vêtement féminin, qu'il faut chercher. Alors, une marque, par exemple, qui fait beaucoup de brevets de textile, c'est Chervaux en français, parce qu'en France, on le prononce Chervaux. Eux, ils ont fait tout un tas de brevets. Donc, c'est une marque à suivre, par exemple. Et 2 exemples. Donc, ça, c'est un ancien Ping, et ça, c'est un nouveau. Alors, quelle est la différence? Ça, c'est de cette année. On voit un polyester. La différence. On voit un polyester qui est un peu plus aéré. Et c'est normal parce qu'il traite la fibre différemment. Vous voyez un col qui tient un peu plus parce qu'ils l'ont doublé. Ça, c'est important. Il y a un petit bouton qui est caché dessous, mais ils l'ont quand même doublé. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui. C'est la tendance. C'est un polyester amélioré. Alors, le polyester, évidemment, ils ne vont pas vous dire quelle est la composition. Hein. Ça, c'est leur secret de famille. Donc, vous lirez ce polyester plus les autres fibres s'il y a du spandex. Et ça, c'est un peu ce que je porte là. Et c'est la même chose ici. Ça, c'est une marque que vous connaissez forcément. C'est Glenmuir. Vous connaissez cette marque. Hein. Ils font souvent les produits, par exemple, de la Ryder Cup. Ouais. Elle n'est pas donnée. Mais ça, c'est un coton dans lequel on met une fibre en plus. Donc, polyester ou du spandex, par exemple. Donc, vous voyez, on revient plutôt vers du coton qui va bien se tenir et qui va avoir par contre toutes les qualités qu'on souhaite d'un textile moderne, c'est-à-dire quand on sue dedans, ça sèche rapidement, etc. Et ça tient la coupe. Et c'est vrai qu'on les trouve souvent hein, dans les boutiques souvenirs, mais je pense que c'est un petit peu l'avenir. Et pour terminer, toujours dans le coton, qu'est-ce qu'il y a dans ce magnifique t-shirt? Parce que je n'ai pas trouvé le polo. C'est du coton et dans lequel il y a de la viscose ou du modal. Et donc ça donne toutes les qualités d'un textile moderne. Mais par contre, c'est super doux. C'est les qualités de la viscose. Alors ça, c'est une grande marque française. Alors, c'est quasiment du luxe. C'est Agnès B qui fait ça.
Et c'est un petit peu chez ces gens-là que vous pouvez retrouver ces matières-là. Donc, ça marche aussi bien pour l'été que l'hiver, parce que l'hiver, vous avez le même problème, sauf que le polo, on ne le voit pas. J'espère que ça vous a indiqué vers quoi il faut aller. Et encore une fois, il faut absolument essayer. Et si vous pensez qu'un an après avoir acheté un polo, par exemple, les marques ne le modifient pas, ne le changent pas, malheureusement, c'est le cas. Donc, il faut continuer à essayer chez les marques parce que très souvent, ils changent les coupes, les tailles et la composition de leurs vêtements. Eh bien, merci Maryse d'avoir déménagé dans le sud. J'ai vu le message. De toute façon, je l'avais en tête, forcément, celui-là. Je vois que tu fais tout pour qu'on diffuse ce podcast sur YouTube. Parce que montrer des t-shirts aux gens en podcast, ça va quand même pas être simple. Ouais, mais je me moque. Eh bien, merci beaucoup, Chris. Alors, avant de conclure avec le quiz, non pas par Julien, mais par Gurvan, qui a trouvé un bon moyen de ne plus être ridicule au quiz, c'est il l'organise lui-même. Exactement, mon cher. Donc, c'est pas mal. Moi, j'avais une question encore pour vous. Est-ce que vous connaissez la particularité de Greg Norman qui a réalisé un grand chelem un peu particulier, en fait? Non. Il a perdu à tous les quiz auxquels il a participé? Il a gagné sur tous les tours? Non. Mais il y a eu plusieurs années avant qu'il le boucle, je crois, au moins. Il a jamais fait de grand chelem. En fait, il a gagné 2 fois l'Open britannique, mais il a un grand chelem un peu particulier. C'est le seul joueur à avoir perdu en play-off dans chacun des grands chelems. Oh la loose. Oh, le grand chelem de la loose. Ouais. Comme quoi, on en apprend toujours sur le golf. Le poulet d'or des grands chelems, dis donc. Ouais. Ah, il en a gagné 2 quand même. Ouais, il en a gagné 2. Heureusement, hein. Donc, maître Patrice Laffont. Bonjour. Monsieur Gurvan. Dans un premier temps, un grand merci à Julien de m'avoir laissé sa place. J'avais pas envie de procéder au tirage au sort, donc à chacun des partenaires, je vais vous demander de choisir un numéro entre 1 et 5. J'ai décidé, moi, qui serait avec qui. Donc, choisissez un petit chiffre entre 1 et 5 et vous verrez après en fonction de qui jouera avec qui. Je vous écoute. Marion, on va prendre 3. Non. Normalement, Marion, on va prendre 3. Le 3, d'accord. Ok. Qui veut Moi, je vais prendre 5, ok pour Chris. Je vais prendre le 1 parce que c'est moi le chef. Ok, c'est bon. Alors, donc, on a Marion et Monsieur Lionel ensemble versus les Boys Company. Ok. Lionel, c'est la deuxième fois qu'on est tous les deux. Allez. Vous êtes partis. C'est la première fois officielle, non? Ah, peut-être, t'as raison. Cette semaine nous veut prendre le report de la Ryder Cup en 2021. À l'instar des Juju Quiz, j'en ai concocté un aussi pour la fun. Je vais donc vous quizer sur la Ryder Cup 2018, comme ça fera encore un an de plus à s'en souvenir. Alors, on va commencer par le tragique. Donc, comme à chaque fois, normalement, ça va être des triples questions, c'est-à-dire que je vais vous demander une réponse qui va en entraîner une deuxième. Donc, si vous avez des idées, gardez juste le nombre ne donnez pas d'autres indices à vos adversaires, d'accord? Première question. Un point pour l'équipe qui saura me dire, lors de la Ryder Cup 2018, quel a été le pire score qui a permis de partager un trou? Le pire score par rapport au par, d'accord? Donc, bogey, double bogey, etc. Voilà, un point pour celui... Triple, sur le 2. Alors, ne donne pas d'indice aux adversaires. Voilà. Ok. Vous répondez pareil, les loulous? Et nous, on leur laisse dire triple et puis on dira sur le 2 à la deuxième question. Non, parce qu'on le dira aussi. Ok. Et alors, dans ces cas-là, est-ce que vous êtes capable de me dire quels sont la totalité des joueurs qui ont participé à cette infamie? Attention, si vous vous engagez à donner une réponse, vous avez le droit à un joker et pas plus. D'accord? On va commencer dans un premier temps. Donc, en gros, chaque équipe donne un par un des joueurs qui participent. Donc, dans les 4 balles, c'est ça? Les 4 joueurs qui étaient dans le... Je ne dis rien. Je ne dis rien. C'est 2 ou 4? Ça a été un triple et ça a été sur le trou numéro 2. Alors, les garçons ont une idée ou pas? Non, aucune idée, moi. Je sais pas. Ok.
peut dire Spice, hein. C'est pas bon. Sans doute, mais j'aurais dit Tyrell Hatton. C'est pas bon. La balle passe dans l'équipe des garçons à 3. Je sais pas si tu es Mickelson, d'accord, ouais. Julien. Ouais, moi je dis... Mickelson. Ouais, C'est pas bon. Ok. Bon, bah, vous avez perdu. Et donc, à vous, À nous, Kazé. c'est pas bon. La Oh la réponse vache. était donc Garcia parce et que- Loren contre Watson Non. et Simpson. Un Watson. cri. Pour une fois qu'on n'a C'était pas rien, dit Baba Garcia. Oh. Donc, triple question à nouveau. Donc, on ne donne pas d'avantage, hein, d'accord? Toujours sur la Ryder Cup 2018. Pour un point bonus, est-ce que vous êtes capable de me dire le nombre de matchs, quelle que soit la formule, qui se sont conclus au trou numéro 14? Il y a donc eu au total 28 matchs. 6. L'équipe Bochet-Ricordo 6. C'est quand même énorme, ça, 6, 14. C'est pas si compliqué. Faut juste qu'on dise plus ou moins, quoi. C'est soit on dit 5, soit on dit 7, quoi. Donc, vous dites Bon, 5. allez, on va dire on va 5, dire on un dit de 5. moins, alors. Et vous avez bien fait, car la bonne réponse était 6. Bravo, monsieur Cyril Le Guern. Maintenant, vous devez essayer de me trouver, si possible, les matchs avec l'intégralité des joueurs qui ont participé à un des matchs. D'accord? Si vous considérez que c'est trop compliqué, on passe, voilà. Il faut Je qu'on vous se ai- donne la paire à chaque fois. Ouais, à chaque fois. Alors, les 4 joueurs ou La les paire 2 ou le joueurs. quatuor, n'en hein, peuvent- quatuor, hein. Exactement. Moi, j'en ai un, les garçons. Et je crois que je suis encore monomaniaque, mais Spice, Contre eux, qui perd contre Olesen, je crois. bravo. C'est Ouais. 3 points. Ensuite, Voilà. Bravo. Bon, Même Léo, si moi, je ça- suis désolée, je ne peux être d'aucune aide. il faut que vous vous souveniez en particulier des Molinari, Fleetwood. Et contre eux. Spice Thomas. Correct. 3 points. Un autre simple ou un autre double? Allez, je vous laisse- Vas-y, Julien, je suis pas sûr que ce soit contre lui. Vas-y, ouais, vas-y. Bon, écoute, vas-y. Alors, Fleetwood, Ouais, contre eux. qui du coup perd au 14. Oui, contre eux. Et là, on a un doute. Vas-y, suis ton instinct. Mon instinct, c'est Tony Finau. Et c'est correct. Bravo, monsieur. Bravo, Julien, bravo. Non, Simpson, c'est sûr qu'il a joué contre Rose. Je m'en À rappelle. vous, les loulous. Bravo. Monsieur Bochet, Madame Ricordo. Comme Cyril a dit que Molinari, il en a flingué. Il l'a fait 2 fois. Et que je sais qu'il l'a pas fait en simple. Puisqu'il perd 16. Puisqu'il gagne au 16 et que j'étais juste à côté. Donc il regagne avec Fleetwood contre eux. Et je crois que Ah, je l'ai, je crois. qu'il était c'était Woods de Chambaud en face. Oh, correct. Bravo, Oh. monsieur. Il est fort. Ouais. Ça Il fait est encore fort parce 5 que- points, là. Je cherchais Ouais. Woods, j'avais Woods, mais je cherchais Avec qui il jouait, jouait, ouais. ouais. Il me reste un double et il me reste un simple. Vous avez une idée où on passe? Ah, moi, Sans faute de tout. Moi, j'ai plus rien. Ok. Alors, le dernier simple. J'aurais bien dit Stenson mais je me souviens plus Contre eux. qui joue. A priori, c'est ça. Hein, donc, applique-toi parce que c'est ça. Gugu, il a fait contre eux. Ouais. On l'a dit, lui, Non. en simple. Non. Je te donne un Stenson, indice, c'est un Américain. Comme c'est Il dans me semble que- il joue dans les dernières parties, donc Je suis en d'accord. fait, Allez. là, en 3. fait, il a pas. Non, je Deux. ne saurais pas retrouver. Mais Allez, Kopka. Kopka. mais c'était Non. Stenson, non? C'était Stenson contre Bubba Watson. Voilà. Et le vendredi après-midi, au moment de la révolte européenne, c'était Garcia et Noren contre Mickelson et De Chambaud a souvent perdu en fait sur le 14. En 2018. Ouais. C'est avant de manger. Allez. Avant de manger l'ancien de Chambaud. Allez, on continue. Alors je sais que donc vous l'avez peut-être pas remarqué, mais la Ryder Cup 2018 a eu une particularité, c'est qu'il y avait 50% de l'équipe européenne qui était constituée de joueurs continentaux. D'accord. Très très rare, voire même exceptionnel. Je vais vous poser un petit quiz, comme d'hab, à chaque fois. D'abord le chiffre et ensuite vous me donnez en gros les joueurs. Je vais vous demander si vous êtes capable, lorsque je vais vous situer un pays continental, de me dire le nombre de joueurs ainsi
Ensuite, les joueurs ayant participé à une Ryder Cup depuis l'an 2000, sous la D'accord. bannière de ce pays évidemment. Pour la Belgique, êtes-vous capable de me dire, pour 2 points, le nombre de joueurs qui ont joué belge la Ryder Cup, une Ryder Cup, donc depuis 2000? Moi, je dirais 2. Pareil. Pareil, Oui. bravo messieurs et mesdames, c'est une bonne réponse. Êtes-vous capable, Madame Ricordo, l'équipe Ricordo, de me lister dans un premier temps un joueur belge Bien qui a sûr. participé à la Ryder Cup? Dites-moi. Donc juste un seul, puisqu'après l'autre il va être cité normalement par l'autre équipe. Bien sûr. Je Nicolas Colsart. Et c'est tout ça pour un point. 2002. Les autres? On va Êtes-vous nous a laissé capable- plus facile. Ben, c'est Thomas Peters, non? Correct, bravo. Question beaucoup plus difficile. Pour 2 points, êtes-vous capable de me citer le nombre de joueurs français ayant participé à une Ryder Cup depuis l'an 2000? Bah, pareil, non? 2. Et chez les garçons? Un seul. 2. Un seul? Non. Non, vas-y, Chris, vas-y, t'as raison. Ouais. Et la bonne réponse était évidemment, comme le précisait Juju, 2. Êtes-vous capable de me citer les 2 joueurs? Donc l'équipe Ricordo. Le Bah, premier. Dubuisson. Bravo. Le deuxième pour l'équipe. On se mouille pas. des garçons. C'est Thomas Levé. C'est lui qui se mouille. Bravo. 2004. Allez, on continue avec les Allemands cette fois-ci. Moi, je dirais 1. Oui, un aussi. Ouais, je vois pas vos. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait un seul. Non, la seule question, c'est est-ce que le vieux, le plus vieux des Allemands, est-ce qu'en 2000, il avait encore une chance d'être sélectionnable, quoi? C'est problème. 2000, c'était déjà il y a 20 ans, ça paraît Parce que énorme. 2000, il n'y a pas eu en 2000, parce que c'était 99 et on est passé à 2002. 2002. Ouais, c'est ça. Donc depuis 2002, l'ami... Non, t'as raison, peut-être pas. 20 ans de moins. J'ai besoin d'une réponse, messieurs, dames. Bah, de toute façon, si on dit au pire... Vous avez dit quoi, vous, Chris et les garçons? Ils ont dit Un seul. on va dire un. Ouais, bah, idem. Comme ça, on prend pas de risque. Ok, donc évidemment, je ne vous proposerai pas de lister les choix. La réponse était 2. Bernard Donc Langer Langer a bien joué, alors. Ah, il a Ah, joué. en Ok. 2002 à la Ryder Cup. Coquin. Hein. Allez, on attaque le Danemark. Alors, messieurs, dames, donc, alors, attendez, je fais un point score quand même, parce que là, le score augmente à vitesse grand V. Nous sommes pour l'instant à 20 pour l'équipe Ricordo-Baucher, 18 pour l'équipe Fontaine-Le Guen et Soulet. Ouh là Le là. score est donc très, très, très tendu. Les garçons, 2 ou plus? Ouais. 2. Franchement, je dis au moins ça, mais est-ce qu'on Oui, en a oui. oublié un? Au moins ça, on a 2 noms, quoi. Après, Ouais. Ok, je note 2. L'équipe mixte? Ah, nous, on hésite. Moi, enfin, je suis entre 3 et 4. J'attends une réponse. Peut-être oublié quelque chose. on a peut-être une faille à un moment. Ouais. Bon, enfin, Lionel, moi, je dis, on peut toujours dire 3 parce que Oui, 3, oui. on est à 2 sûrs et un demi, alors. La réponse était 3 joueurs. Oh oui, le point. Oh vache. Maintenant, êtes-vous capable de me citer les joueurs en question? On commence toujours par les garçons. D'accord. Olesen. Ok, un point bien entendu. On va dire l'autre évident, comme ça, on va les laisser galérer. Vas-y. Thomas Bjorn. Un point bien entendu. Les garçons, êtes-vous capables de trouver le troisième? Pas chez moi. Si jamais c'est pas le cas, donc en gros, les autres auront le droit à une tentative, puis vous aurez de nouveau le droit à une tentative, puis une dernière fois. Donne-nous au moins l'année, quoi. Non, tu rigoles ou Moi, j'ai quoi? aucune idée. Alors là, c'est hors de question. Ou alors on donne un nom qui finit en Hansen, quelque chose comme ça. Donc Fredriksson. Non, ça, c'est plus suédois. Il y a Faut que tu peut-être une sois- chance, je sais pas. Faut Si que tu ça sois finit- en N, plutôt. Ouais, EN. Tensen. Ah, J'attends une réponse dans 3. Brigitte Nielsen. C'est pas bon. À vous, l'équipe mixte. Vas-y, Lionel, vas-y, donne le tien. Soren Hansen. Et c'est correct. Oh, les bons. En 2008. Alors les garçons, vu que vous êtes en situation de faiblesse, il restera après un tout petit quiz, d'accord? Mais vu que vous êtes en position de faiblesse, je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez qu'on choisisse les Espagnols ou alors qu'on choisisse les Suédois? C'est chaud. Franchement, juste pour le plaisir de dire Garcia, on va prendre Espagnol. Espagnol, hein?
Espagnol. Pas drôle. D'accord. Donc, les garçons, vous avez toujours l'honneur. Êtes-vous capable de me citer le nombre de joueurs espagnols ayant participé à une Ryder Cup depuis l'an 2000? Waouh. C'est vraiment chaud, hein. Les Espagnols, franchement, D'accord. les gars, c'est pas votre meilleur choix, là. C'est pire les Vous, c'est Suédois, en mieux fait. pour vous? Alors, je vous donne quand même la réponse pour les Suédois. Vous avez une petite idée juste comme ça, là? Les Le Suédois, nombre de Suédois différents? Ouais, ouais, comme ça, Suédois, là. Pouf. ils sont au moins, 3 ou 4. au moins 6. Ok, et les garçons, vous pensez quoi? C'est pour le fun, hein. 4. La bonne réponse était 7. Oh la vache. Nastast, Non, mais il y a eu Fulke, Hanson, Carlson, Parnevik, Parnevik, Stenson ouais. et Noren. Mm. D'accord? Bon, je vous propose un petit break. Pendant que vous réfléchissez à vos Espagnols, je vous propose un dernier petit quiz sous la forme de Julien Lepers quiz. D'accord? On commence par l'équipe de 2 puisque vous êtes en tête. D'accord. D'accord? Donc pour 4 points. Né en 1977 en Angleterre, au nord de Londres, malgré de nombreuses critiques liées à mon manque de caractère, plusieurs coups restent tout de même ancrés dans la mémoire collective. Palmarès assez exceptionnel avec 4 Ryder Cup et de multiples tournois européens à mon actif. Je suis une référence dans le monde du golf. Lee Westwood. C'est pas bon. Pour 3 points. Même si c'est grâce à Peter Alliss, un ancien golfeur professionnel devenu commentateur sur la BBC et célèbre pour son commentaire désengage de Van de Velde lors des Open 2019, que j'ai pu émerger, c'est bien grâce à Tom Lehman ou encore Steve Ballesteros que j'explose aux yeux du monde. En 2002, d'importants changements me permettent d'affirmer encore plus mon caractère, devenant ainsi de moins en moins critiqué, moins de Patrick Reed en tout cas. Les garçons, une idée? Que proposez-vous, monsieur Chris? Je sais pas. Vas-y. Oh, lance. Luke Donald. C'est pas bon. Je continue. Mes compagnons d'infortune ont souvent été américains, sauf en 1993, où, malgré ma jeunesse, j'ai pu assister à la victoire de Tom Watson pour la moins inattendue. L'affront fut levé 9 ans plus tard avec la victoire de Sam Torrance et un Colin Montgomery en pleine forme. Paul Casey. C'est pas bon. Je vous Oh, cache pas, merde. je suis très fier de mon quiz. Vas-y, Chris. Hein. Attends, patientez. Non. Ah Et si, il donc, peut prendre pas- 2 points. Il peut prendre 2 points. Ouais, C'est pas ça nous va qui vous prenons tout la voir. main. Si, Bah c'est oui, toi vous qui avez prends la la main. main. Bah alors, dis Yann Poulter. Bah oui. C'est pas bon. Non. Bah voyons. C'est En fait, quoi on y cette a pensé, mais affaire c'est le nombre de riders qui fonctionne pas avec Poulter. Il en a fait bien plus que 4. Et je termine en disant, élu 3 fois Resort anglais de l'année, je suis le seul parcours à avoir accueilli 4 fois une Ryder Cup et 16 tournois européens. Oh, je le suis coquin. C'est Je suis Wentworth. C'est Wentworth. faux. Je suis le Belfry, inauguré en 1977 et qui a D'accord. subi énormément de critiques au début sur le resort parce qu'il y avait un de caractère de dingue. 4 fois accueilli la Ryder Cup, dessinée par Peter Alliss. Et la première, on va appeler ça grande chose, c'est quand effectivement et Tom Lehman et Steve Ballesteros sortent des coups de dingo lors de la Ryder Cup. En 2002, énorme changement pour pouvoir, on va appeler ça, rendre le parcours plus visuel, qui permet ensuite d'assister en 1993 à la victoire de Tom Watson, l'une des Il nous a premières bien eu. victoires américaines, on va appeler ça, sur l'équipe européenne à proprement dit. Voilà, je termine donc. Souvenez-vous des 5 joueurs espagnols? Il faut pas lui laisser le quiz à lui. Hein. Non, surtout pas. Là, je l'ai énormément putain, le travaillé. mec, il est content. Je l'ai énormément travaillé pour 3 que tout le heures monde... qu'on le fait, là. Donc, on doit. Il est te 10 heures, donner on n'a le pas nom. mangé, il n'y a pas de soleil. J'ai des tas de trucs à faire, mec. Attends. Je crois, D'accord. Bah, Allez, Marion l'a dit 5. Hein. équipe Bah, des garçons. oui. Ah pardon, excusez-moi. Non mais là je sens qu'il y a un petit peu de tension dans les équipes. Alors, on va commencer. John Ram. Garcia, vous le laissez celui-là, s'il vous plaît. Garcia. Ensuite, Olazabal. correct. Ensuite, Jiménez. Jiménez. Oui. correct. Et le dernier, un des noms qu'on évoquera. Donc sachant que de toute façon ça sert à rien, vous aurez gagné de toute manière. Un des noms qui est souvent évoqué pour une Ryder Cup, mais souvent il la rate. Pas Alors là, d'idée? c'est encore plus dans le flou. Bon, je te passe la main au garçon. Oui, bien sûr. Alors, je me souviens plus de son nom. C'est celui qui joue la Ryder en 2016. Et qui c'est a bien ça. joué.
C'est ça. Ah bah le nom, c'est important. Avec ses lunettes là, comme ça. C'est Et ça. il Avec l'a des raté en polos 2018 de peu, aidez-moi. Et souvent des polos jaunes. Ouais. Ah oui. Oh, Oh BDC, pas BDC, Oui, il a un nom composé. RDC, D. Faut donner le nom. Hein. Ah, tabarouette, c'est Ah, pas... Il punaise, reste. j'arrive pas à retrouver son nom. Ah, c'est pas possible. oui, ils ont fait une petite- Raphaël Cabrera Bello. Merci, merci Cyril, merci Cyril. RBC, c'est ça. Ah. RBC. Et RCB. Eh ben, ça se traduit par une magnifique victoire de l'équipe, évidemment, pas les Pouilles avec Chris, exceptionnellement, par un magnifique 27-21. Oh là là, là, Bravo, là, c'est messieurs, une dames. pilée. Écoute, moi je suis plutôt pour que Gurvan organise les quiz. Bravo, Je crois Bravo, que je vais Lionel, hein, couper merci. dans 30 secondes. Ouais, je vais faire aussi. Alors, bon, eh ben super. Avant de conclure, quel est donc le nom de votre parcours de golf, si vous deviez créer un parcours de golf? Le Caribou Country Club. Moi, je suis breton, ça serait le Blue Ocean Course. Moi, j'hésite. Moi, je suis entre Essaye encore et la capitulation golf course. Moi, je le nomme le bienvenu. Et toi, Lionel, t'aurais donné quoi? J'avoue que j'ai même pas réfléchi. Mais Julien n'a pas répondu. N'oublie pas de forcer Country Club. N'oublie pas de forcer. En match play, je dis ça tout le temps. Ouais. Le truc en Non. match play, je vous donne une petite astuce en match play. Demandez-lui à quel moment il inspire, votre adversaire. Tu respires, toi, quand tu tapes la balle? T'inspires quand? Alors là, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus personne. C'est bon ça. Merci, merci Marion. Ouais, vous penserez à moi, vraiment. Bon, eh bien merci de votre participation. Je vous souhaite à toutes seules et à tous les quatre de très bonnes vacances et de très belles vacances. On se retrouve au mois d'août. D'ici là, portez-vous bien. Et puis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Bonnes vacances à Salut tous. Lionel, au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir. Podcast en août, pâté en croûte. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à accréditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt. Et en plus, moi j'ai une main à tissu. Parce que Jacques Chirac avait une main à vache. Moi, il faut savoir que je touche un Chacun tissu. son truc. Chacun son truc. Moi, je préfère ma main à tissu. Ouais. Moi, je touche un tissu. Je connais pas la composition exacte, mais j'en ai déjà une bonne idée. Et ça, c'est à force de toucher des tissus. Ça, c'est Oh, très tu n'es fort. pas obligé de nous raconter ce que tu touches non plus. Hein, tu sais. Bon, je vais terminer avec une petite blague que j'ai trouvée. J'ai joué au golf l'autre jour. Les seules bonnes balles que j'ai frappées, c'est lorsque j'ai marché accidentellement sur le râteau. Yes. Yes.